Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Et tout de suite, le sommaire de ce mercredi 4 octobre. Spirou et Fantasio, Boulard, les profs ou encore les tuniques bleues, le monde de la BD sera réuni ce week-end à Buc pour la 24e édition du festival. Pour en parler, le maire de la commune, Jean-Marc Le Rudulier, et Marc Bourgne, l'un des dessinateurs de Michel Vaillant. 92 artistes, 49 lieux, 29 communes. Les 7 et 8 octobre, c'est la 13e édition du parcours atelier d'artistes. Le public est invité à découvrir les talents yvelinois et essonniens. La Grande Valse Brillante est une plongée absurde dans une institution totalitaire et délirante. Le collectif Thermos le joue pour la première fois à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Il a presque un quart de siècle et accueille chaque année des centaines de passionnés. Le festival de la BD revient à Buc pour sa 24e édition. Et avec nous en plateau ce soir, Jean-Marc Le Rudulier, maire de Buc. Bonsoir. Bonsoir. Et Marc Bourgne, je le disais, l'un des dessinateurs de Michel Vaillant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Aussi. Alors, première question, je vais me tourner vers vous, monsieur Le Rudulier. Pour cette édition, encore une programmation riche et dense. Comme d'habitude, une programmation riche et dense, beaucoup d'anciens, de nombreux dessinateurs qui sont venus durant ces 24 années, des fidèles, et puis des nouveaux. Alors, il y a des dessinateurs de France, d'Europe, de Russie, de Tchétchénie aussi. Je pense que cette année, on va faire... Bon, on vise effectivement le 25e, mais déjà pour le 24e, je pense qu'on va faire un nombre important de visiteurs. Vous pensez battre les 7500 de l'an dernier, qui était déjà beaucoup plus que l'année d'avant? Oui, c'est vrai que l'année d'avant c'était 6000, l'année dernière c'était 7500 environ. J'en ai discuté tout à l'heure avec ma directrice des affaires culturelles qui m'a dit « on va faire les 10 000 ». On verra. L'amour de Buc pour la BD se démontre. Mais on a une grande publicité qui est faite au niveau de la ville de Paris, qui s'étend beaucoup à travers la SNCF, à travers la RATP. Et je pense que tout ça, c'est très porteur finalement. Et puis le cadre, l'écrin dans lequel se déroule ce festival, c'est quand même le château de Buc, qui était une des pièces maîtresses d'un album de SOS Météor. Black et Mortimer, SOS bien. Tout ça, ça l'univers fait qu'on reste dans l'univers de la bande dessinée. Et justement, on le disait, plus de 7500 passionnés l'an dernier. Les portes du château ouvrent à 10h officiellement. J'imagine qu'il y a du monde longtemps avant. Alors, l'année dernière, il paraît, parce que j'y suis pas allé, j'aimerais bien aller voir, mais bon, à 3h du matin, il y a des gens qui sont déjà assis le long de la rue, puisque le parc est fermé, qui ont leur petit siège, ils ont tout leur matériel. L'année dernière, je me souviens, il pleuvait en plus, alors là, c'est pas agréable, quand il fait beau encore. Mais il y a des bédéphiles, vraiment des passionnés, qui n'hésitent pas à se lever de très bonne heure pour être les premiers sur le site à l'ouverture à 10h. On a parlé des passionnés, mais du côté des auteurs, Marc Bourgne, c'est un rendez-vous à ne pas manquer? Pour moi, oui, puisque je fais partie des fidèles du festival, puisque j'ai dessiné l'affiche de la 2e édition en 95, et depuis j'y suis allé quasiment tous les ans. Mais il faut dire que je suis yvelinois, donc pour moi je suis un peu un voisin, un régional de l'étape. Et justement, ça rajoute d'avoir un tel festival dans son département? Ah oui, ça c'est vraiment c'est bien, c'est important. Il y a eu un festival à Versailles une ou deux années, mais on peut considérer que Buc, c'est l'un des plus gros festivals de la région parisienne. Et c'est un festival qui est indispensable dans les Yvelines, oui, c'est sûr, parce qu'il y a des amateurs de bande dessinée dans les Yvelines, il y a des auteurs aussi, et donc c'est vraiment bien qu'il y ait ce festival. Oui, ça c'est indispensable dans les Yvelines, enfin, à mon avis. Alors dans votre BD Tech, vous êtes l'auteur de Barbe Rouge, Le Dernier des Mohicans, Les Pirates de Barataria, si je ne me trompe pas, et Michel Vaillant. Comment est-ce qu'on en vient à dessiner le plus célèbre des pilotes français? C'est l'éditeur qui m'avait demandé. Alors, je suis l'auteur des 4 derniers albums de Barbe Rouge, mais je suis pas le créateur de la série. J'ai repris cette série. Pareil, Les Derniers des Mohicans, c'était une adaptation en bande dessinée que j'ai faite avec mon ami Marcel Uderzo.
Et Michel Vaillant, c'est une reprise également, parce que c'était une vieille série qui avait 70 albums. Bah, c'est l'éditeur qui m'a demandé, qui m'a contacté, qui m'a demandé si ça m'intéressait de la reprendre, sachant que j'étais un fan de la série. Qu'est-ce qui vous plaît chez Michel Vaillant? Le personnage, la vitesse Moi, je suis un passionné de course automobile. On l'est tous d'ailleurs, tous les auteurs de la série, Philippe Graton et Denis Lapierre, les scénaristes, et Benjamin Bonetto qui dessine avec moi. On est deux à dessiner. On est tous des passionnés de course automobile et de la série Michel Vaillant elle-même, créée par Jean Graton, de son univers, de ses personnages, l'ambiance familiale et puis le côté effectivement très branché sur l'actualité du sport automobile. Et le dernier album est sorti le 2 juin dernier, Rébellion. Oui. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? C'est un album qui se déroule pendant les 24 heures du Mans. Et on était allé en repérage, toute l'équipe, on était allé en repérage au Mans il y a un an. On a fait, avec Benjamin, on a dû faire 1 millier de photos, comme on fait en général quand on est en repérage. Et puis, ce qui est merveilleux quand on est en repérage dans le milieu du sport automobile, pour Michel Vaillant, c'est que toutes les portes s'ouvrent, parce que c'est une série qui a une telle notoriété auprès des amateurs, et même auprès des professionnels du sport automobile, qu'on peut rencontrer tout le monde. Moi, j'ai rencontré Alain Prost, j'étais content, c'était une de mes idoles. Et puis on y est retourné cette année avec l'album, donc 1 an pour faire un album. Et donc l'album se déroule aux 24 heures du Mans. Le dernier album s'intitule Rébellion. À découvrir ce week-end, ils pourront venir vous rencontrer. Alors un autre artiste présent ce week-end qui est bien connu aussi des BD-Fil, Erock, puisque l'auteur des Profs et de Boulard, un auteur avec succès qui vient de sortir le 19e tome de sa saga. Le festival est un rendez-vous régulier pour lui. Écoutez. J'y vais chaque année depuis déjà un certain temps. Ouais, c'est sympa parce que déjà j'aime bien les gens qui le mettent en forme, qui s'en occupent. C'est important. Dans un festival de BD, il y a plusieurs choses. Il faut s'y sentir bien, qu'il y ait du monde, qu'il y ait quand même qu'il y ait du lectorat, parce que sinon ça sert à rien, on s'ennuie, et qu'on ait plaisir de retrouver les copains. Enfin voilà. Et là, en l'occurrence, ça réunit à peu près toutes ces conditions. Jean-Marc Le Rudulier, on l'a entendu, Erock félicite notamment l'organisation. C'est une grosse équipe. Oui. Non, c'est pas une très grosse équipe, justement. Bon, le service culturel de la mairie, c'est 3 personnes. Il y a beaucoup de bénévoles, en fait. Et en particulier, un grand bénévole, c'est Jean-Claude Mirmand, Jean-Luc Mirmand, voilà, je l'appelle Jean-Claude. L'instigateur, un peu. L'instigateur. En 93, il nous avait envoyé un magnifique courrier. Et puis, c'est de là qu'est née la BD, en fait, en 94. Et puis, effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a eu des essais d'autres festivals à Versailles. Mais du fait que maintenant, on travaille dans l'intercommunalité, c'est le même territoire, Versailles, Buc. On a eu des entretiens avec le maire de Versailles, avec les maires de Viroflay aussi, il y avait des tendances, pour dire qu'on fait une BD sur le territoire, on fait un salon sur le territoire, et on a eu la chance de conserver. Et c'est vous qui avez conservé. Alors on est un peu pris par le temps, oui. Je voudrais juste qu'on fasse un petit mot sur l'affiche de cette année, parce que vous le faites faire par des dessinateurs qui se déplacent, et cette année il y a 2 enfants bien turbulents, Tom Tom et Nana. Ah, c'est Tom Tom et Nana, et c'est Bernadette Després qui a accepté très gentiment d'ailleurs de nous faire l'affiche, et qui va attirer beaucoup d'enfants, je pense. Je pense que c'est une dessinatrice, elle a commencé en 73. Est-ce qu'elle s'adresse aux enfants alors, ce festival? Ah oui, oui, aux enfants, à tout le monde. En fait, aux enfants, aux grands. La BD, c'est comme Tintin, c'est un peu 7 c'est de génération. À 99 ans. À génération. Dit, hein. Alors je dois vous couper parce qu'on est très en retard. Merci à tous les deux de vous être déplacés sur ce plateau. Merci à vous. Donc pour aller à la rencontre de vos auteurs favoris, rendez-vous au château de Buc les 7 et 8 octobre. On part maintenant à Guyancourt où la ferme de Béléba propose une création, la Grande Valse Brillante, mise en scène par le collectif Thermos, 8 comédiens, 19 personnages, reportage. Oh! Lendemain de beuverie pour Simon. Le jeune historien ne sait pas où il est, mais le voilà interné. Montée par le collectif Thermos, la Grande Valse Brillante est une pièce de Drago Jančar écrite en 1985. Il s'agit d'un établissement, on va dire lambda, dans un premier temps, et donc d'un système qui fonctionne avec différentes fonctions emblématiques, de l'ordre du politique, du religieux,
Et à l'intérieur de ce système, il y a des rouages qui vont se mettre à dérailler pour le bien ou pour le mal de l'ensemble du groupe humain qui y vit. Rien d'autre. Qu'est-ce que tu voudrais encore? Bon, je vais regarder. Et à première vue, c'est un cas plutôt difficile. Difficile. Une pièce encore d'actualité où le public et les artistes font un tout, un trois fronts pour que l'action soit partout. La mise en scène veut faire réagir. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas comme on dit, de quatrième mur, dans la mesure où, si je pose cette interrogation là, moi, aujourd'hui, sur ce plateau, c'est forcément une interrogation et une situation qui me dérange. Ça veut dire que moi, je ne peux pas rester confortablement assise dans mon fauteuil à regarder les choses comme si j'en faisais pas moi-même partie. Donc moi, je vais être moi-même mal à l'aise, en fait, de me dire « wow », mais en fait, là, il y a quelqu'un qui est en train de se faire humilier devant moi et je bouge pas. Et je bouge pas parce que je suis spectatrice. Montre tes mains, Eric. Montre tes mains. Tu n'oses pas, hein? Elle tremble. Hein? 8 comédiens sur scène, mais 19 personnages pour dénoncer une violence du pouvoir. La grande valse brillante est pour la première fois créée en France. On poursuit ce 7-8 culture avec notre nouvelle invitée, Camille Toutet. Bonjour. Vous êtes artiste peintre et sculptrice. Vous faites partie des 92 artistes qui participent au 13e parcours d'artistes d'Hélium. Alors certains ouvrent leurs ateliers, d'autres exposent. Et c'est votre cas à la Maison des Bonheurs de Magny-et-Hameau. On y découvre votre univers et particulièrement l'enfant. C'est bien ça? Notamment. En fait, j'ai essayé dans ce que j'ai pu montrer cette année sur ce parcours de montrer un peu le champ, une sorte de résumé de ce que j'ai pu faire. J'ai assez longtemps travaillé effectivement sur l'enfant et le très jeune enfant même. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Et aussi bien mon champ de technique, mon champ d'inspiration, je veux dire, est plus large que simplement l'enfant. On va développer un peu tout ça, mais justement, l'enfant, on le voit quand même, il est assez présent. Vous avez des sculptures. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est l'innocence, c'est la naissance, la première chose qui m'inspire chez l'enfant, c'est sa morphologie. En fait, ce sont ses courbes qui sont à la fois rondes et douces. Voilà. Et en fait, on peut être chez l'enfant rond et beau. Et ça ne dure pas toute la vie. Voilà. Et vous les travaillez comment? Et puis, bien sûr, il y a aussi que j'ai aussi ce souci de faire une sculpture ou du dessin, enfin bon, assez sensible et qui porteur d'un message quand même assez rien de gore, rien de triste, rien d'affreux. Enfin, moi, je suis assez attachée à ce qui est ce qui nous ferait du bien, on va dire. Voilà. D'où peut-être vos tons pastels pour gagner et garder cette douceur. Alors, des tons pastels, si j'avais eu ça. Pour les enfants, c'est vrai. On est obligé d'être très doux. Voilà. Et après, quand on se met à toucher au corps humain plus âgé, on n'est pas obligé de se limiter à la palette douce. Voilà. Alors justement, le corps plus adulte, vous travaillez à travers des courbes, des rondeurs, des courbes féminines principalement. Oui. En fait, il y a à peu près 3-4 ans, j'ai fait du modèle vivant de façon beaucoup plus intense. Et je me suis rendu compte, je pratiquais ça à Rambouillet, je me suis rendu compte que en me mettant dans des situations inconfortables, avec manque de temps, manque d'installation, en prenant par exemple sa mauvaise main, parce que moi je suis très droitière, donc voilà, en me mettant donc en inconfort, j'arrivais à obtenir des résultats complètement différents, très loin de la maîtrise, je dirais, habituelle, et qu'il en ressortait quelque chose de plus expressif, beaucoup moins contrôlé, mais beaucoup plus riche en émotions, en fait. Et donc maintenant, depuis 3-4 ans, tout en continuant, je dirais, sur la veine réaliste et fidèle et sensible, par ailleurs, j'essaye aussi de développer une expression beaucoup plus lâchée, où il y a un peu de perte de maîtrise volontaire. Voilà, où on laisse... Et que vous développez avec différentes techniques, parce que vous peignez, mais vous sculptez aussi. Vous n'avez pas de domaine de prédilection, c'est que votre imagination a besoin de ressortir dans ces différentes techniques. J'ai toujours eu... je n'ai jamais pu choisir une seule technique, et ce qui voulait dire abandonner les autres.
parce que on va dire que principalement ce que j'aime c'est le dessin, que le dessin est partout, il est dans la sculpture, il est dans l'aquarelle, il est dans toutes les techniques, il est même dans l'art abstrait, le dessin. Et oui, du coup j'ai un petit peu du mal à me cerner moi-même, mais entre tout ce qui est très illustratif, comme la série des petites souris en ce moment, ou très expressif comme les grands nus, en passant par donc le travail assez fidèle sur la petite enfance. Une inspiration qui ne t'arrive jamais. Voilà, Et puis aussi, je pense que d'être éclectique, c'est pas mal ça. Éclectique techniquement, ça fait qu'on est toujours un petit peu frais quand on arrive sur un travail, puisqu'on n'a pas de lassitude technique. Voilà. Et vous êtes aussi très présente sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Votre atelier est à Voisins-le-Bretonneux, vous y donnez des cours. Et dans différentes communes de la ville, on peut voir certaines de vos sculptures, notamment à Voisins aussi, puisque vous avez fait la aviatrice Hélène Boucher, là aussi enfant. Oui, pas bébé, hein. C'est une petite fille, là, 7-8 ans à peu près. Oui, voilà, donc c'est vrai qu'elle c'est une figure, hein, à Voisins, Hélène Boucher. Elle a volé, la pauvre, elle s'est aussi tuée là. Puis c'était un parcours absolument extraordinaire, cette femme. Voilà. Mais oui, puis à Voisins, mon Dieu, j'y suis depuis bientôt 30 ans. Donc voilà, j'ai créé le Patata, donc c'est un atelier pour adultes où des passionnés viennent faire du dessin, du raku, de la sculpture, de l'aquarelle, etc. De façon hebdomadaire. Et puis on fait, enfin c'est très joyeux, on fait des stages, enfin voilà. Donc ça fait longtemps ça fait 25 ans déjà. 25 ans. Ouais, alors là, pour le parcours d'atelier Hélium, vous exposez qu'une autre artiste yvelinoise, pas toute seule à la Maison des Bonheurs, Daniela Coelho. Alors elle travaille dans un style plus expressionniste, abstrait, aux couleurs très prononcées, là cette fois. Elle est aussi professeure d'art plastique au Conservatoire de Plaisir. C'est l'organisation qui vous a fait vous rencontrer ou vous connaissiez déjà? Alors, on se connaissait absolument pas avec Daniela. Donc moi, j'ai découvert et Daniela et son univers, et qui est bon, c'est une bonne association parce qu'on fait tellement pas les mêmes choses. Elle est très coloriste. Voilà. Ça se complète bien, vos œuvres. Oui, votre douceur et son peps peut-être mais elle manque pas de douceur non plus, Daniela. C'est juste un univers absolument différent. Elle fait des grands arbres de vie. C'est vraiment une grande variation de touches colorées. Je pense qu'elle en parlerait 10 fois mieux que moi, mais vraiment, venez la voir. Venez la voir. Et il reste encore un des 2 week-ends d'Hélium pour aller visiter tout. C'est ça, c'est le 7 et le 8 octobre à la Maison des Bonheurs, donc pour découvrir vos œuvres à vous, Camille Toutet, et celle de Daniela Coelho. Alors on disait, il y a ceux qui exposent, vous les rencontrerez, vous rencontrerez le public d'ailleurs ce week-end, et il y a aussi les artistes qui ouvrent leur atelier. C'est le cas de Patrick Pogu. Il travaille, il vit à Manille-les-Hameaux, et il fait découvrir ses œuvres chez lui dans son atelier. Il est aquarelliste, pardon. Les images sont signées Nicolas Dandry. Son sourire vous accueille, un autoportrait fait au café. Patrick Pogu peint depuis une quinzaine d'années, une passion de l'art et un coup de foudre pour l'aquarelle, en particulier le travail de l'eau. C'est-à-dire que je mouille toute la feuille de papier avant de commencer et je mets mes pigments, et il y a toujours un côté très aléatoire dans ce type de travail. Ce qui fait que ça m'aide à être un peu plus créatif que si je travaillais dans l'acrylique ou dans l'huile. Je vais avoir ce qu'on appelle 2 heures d'ouverture, c'est-à-dire que je vais pouvoir travailler mon aquarelle pendant 2 heures en gardant un bon niveau d'humidité sur la feuille. Voilà. Des toiles peintes au gré des voyages, Patrick Pogu ne s'impose pas de thème. Il veut peindre son vécu. L'aquarelle lui donne une sensation d'immédiateté. Dans l'aquarelle, il est très difficile de faire de belles retouches. Donc, il faut à la fois tout avoir prévu à l'avance, sachant que ça va se passer différemment. Alors, vous voyez, là on commence à voir. Ce qui est intéressant, c'est tous ces pigments qui, dans l'eau, prennent ne restent pas là où j'ai posé le pinceau, ça continue à fuser. Cet artiste amateur est un autodidacte. Il a choisi de partager sa passion en ouvrant les portes de son atelier le week-end prochain.
40 artistes en 9 ans accueillis par la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux. Le projet Artistes d'ici connaît une nouvelle étape, une sorte de rétrospective où 25 de ces artistes sont à nouveau invités. Aurélie Ronze. Des traditions marocaines peintes par Fatema Binet à la ville de Pierre Richir. La médiathèque à Voisins-le-Bretonneux rassemble des artistes yvelinois. L'idée, c'était de se faire rencontrer tous ceux qu'on avait vus. Ça faisait à peu près 4 ou 5 expositions par an. L'idée, c'était de retrouver tous les univers en une seule exposition, pour un final, pour un dernier final. Une rétrospective d'artistes d'ici, rassemblant 25 créateurs parmi la quarantaine qui a accueilli la médiathèque. On trouve à la fois de la sculpture, de la photographie, de la peinture. Alors la peinture à la fois de l'aquarelle, du pastel, de l'huile. Donc voilà, et pareil pour la sculpture avec des supports complètement différents. À la fois de la pierre, mais aussi du bois flotté. Et puis on a une céramiste donc, qui a exposé aussi ici. L'exposition s'accompagne d'ateliers d'écriture par les itinéraires poétiques pour pourquoi pas écrire l'histoire de ces chercheurs d'espoir de Colline Loubert. Besoin d'un conseil avant de vous rendre dans les salles obscures? Luc Bocan a 2 rendez-vous à vous proposer, écoutez. Le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est un petit peu original, ça sort un peu des sentiers battus. C'est le film Les fiancés en folie de Buster Keaton qui ressort en version totalement restaurée, 4K, donc très forte qualité d'image. Et donc qu'on diffuse notamment dimanche à 18h30 pour fêter un petit peu la rentrée et fêter le début d'un cycle Keaton qui va se dérouler tout au long du mois d'octobre. Alors le pitch très rapide, comme d'habitude chez Buster Keaton, c'est complètement désopilant. C'est l'histoire d'un type qui apprend incidemment que pour hériter d'une immense fortune, il a une journée pour se marier. Voilà. Donc évidemment, les prétendantes vont se faire très nombreuses et ça va être une espèce de course-poursuite complètement échevelée et complètement délirante jusqu'à la fin de cette journée, je vous en dis pas plus. Voilà, et je ne peux pas terminer sans citer non plus à l'affiche du Ciné 7 cette semaine la suite, enfin c'est pas vraiment une suite, la prolongation du film mythique, culte Blade Runner, donc Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, que nous avons sur nos écrans, que je n'ai pas encore vu. Donc je ne peux pas vous en parler, mais venez le voir, je pense que ça vaut quand même le coup d'après ce que j'ai entendu. Ils jouent leur tout premier concert à 2 et pourtant ils ont déjà une grande carrière. Johnny Jamison, la voix gospel du duo, a travaillé avec Elton John et Jean-Jacques Goldman. Mike Lester a fait les premières parties de Chuck Berry et était le guitariste de Johnny Hallyday. Ils seront au Clé-sous-Bois ce vendredi avec leur morceau rock aux influences des années 70. Un mot avec Johnny Jamison avant d'écouter un bout de leur titre. Je ne veux pas que ça soit quelque chose qui devienne qui amène une sorte de nostalgie. Je veux que ça sera quelque chose nouveau, malgré quelques petites influences, certes, mais nouveau. Je ne veux pas vraiment que quelqu'un écoute ça comme « Oh là là, ça me fait penser le bon vieux temps ». Non, pour moi, c'est juste la musique, vraiment la musique qui dégage quelque chose, ça c'est sûr, qui dégage une force un peu, je sais pas. Une force, la joie, bien sûr. Singing the same old songs when the love is the end. One belief and dreams are falling, and remain just the same. Les Nous c'est nous, Bryce the Nice, Fais pas ci, fais pas ça, et la scène avec euphorique Bruno Salomon nous montre une autre facette de son talent. 43 personnages racontent l'histoire de Gollery, l'enfant né en riant. Bande annonce. C'est l'histoire d'un homme pas comme les autres. Car il était... il rit en permanence. Quand il est malade, il gaulerie. Qui est le géniteur?
Là, j'allume la piste aux étoiles, je fais la pieuvre et le coquelet. Rien de tel qu'un bon petit spectacle rafraîchissant. Avec un professionnel du divertissement. À la batterie, le Guyancourtois Casso fête le premier anniversaire de son album de Paris à Maurice. À cette occasion, il invite sur scène Tonton David, Caporal Niga et des invités surprises extraits. Quand on fait le tour, on voit toutes ces voitures qui roulent et toutes ces industries qui tournent. On respire mal. Et c'est la même partout, nos villes sont devenues des fours et l'homme ne fait pas d'efforts. Trouves-tu ça normal? Le 7 Fil Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. À mercredi prochain.